Tu, tu m'as donné la capacité à... Ah non, 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 attends, j'ai oublié où est-ce que c'est. Attends, bon, Ouais, non, voilà, non. on recommence tout, hein. Oh, bonjour Hervé, bonjour à tous. Alors, on est déjà fatigué parce que ça fait un bon moment qu'on discute sur la situation off record, comme on dit, hein, sur la situation. On a un désaccord, mais ça vous le savez depuis déjà un moment. C'est sur la suite, enfin l'avenir, hein, de l'État d'Israël. Je suis personnellement très pessimiste sur la pérennité du projet sioniste et Hervé Carès qui doit une forme de foi chevillée au corps, donc pense qu'il n'y a pas lieu d'être aussi pessimiste que je le suis. En tout cas, bon, pour les peuples qui habitent là, et je pense en particulier au peuple palestinien qui, depuis 70 ans, souffre énormément, et bon, dans la période récente, de façon extrême. On peut espérer que tout ça finisse assez rapidement par se calmer. Voilà. Donc, je passe la parole à Hervé qui va. Alors, on parlera bien évidemment du Moyen-Orient, mais on va aussi parler de l'Ukraine parce que la guerre mondiale, dans tous ses aspects, c'est pas, on va appeler ça l'affrontement mondial. Il semble que le président Xi Jinping est arrivé en Californie, que ça s'est bien passé avec Biden, qui s'est empressé de le traiter de dictateur. Alors, si vous voulez, pour se détendre dans une actualité un petit peu difficile, j'invite à aller voir les vidéos et la tête d'Anthony Blinken écoutant son président, terrorisé par ce qu'il va dire. Hein. Donc, Biden disant à Xi, vous êtes un dictateur, c'était effectivement assez spectaculaire. Hein. Je ne sais pas si quelqu'un le contrôle encore, notre papy. Voilà. Bon, donc, ça fait partie de tous ces événements qui se produisent, mais sachant qu'il y a deux théâtres très chauds. Il y a le théâtre du Moyen-Orient qui est le plus chaud et le théâtre ukrainien qui continue à être une guerre de haute intensité en Europe centrale. Bonjour à tous, donc on va aborder l'actualité internationale en essayant de se projeter, mais sans faire de plans complètement abracadabrantesques, comme dirait Jacques Chirac. On essaie d'évaluer les potentialités stratégiques de chaque situation. Et on terminera donc le conflit en Palestine, le conflit en Ukraine, et on terminera par comme d'habitude, une petite parenthèse sur l'information et la désinformation que l'on peut trouver actuellement dans les médias ou sur les réseaux sociaux, de manière à avoir un peu de recul par rapport à des situations qui sont assez émotionnellement clivantes. Et on va chercher un petit peu de sortir de ce champ-là pour analyser ce qui se passe. Donc, je vais partager mon écran. Voilà, donc on va commencer par ce conflit qui s'est réveillé en fait en Palestine, qui est extrêmement complexe et extrêmement clivant sur le plan émotionnel à l'international, mais également et surtout sur notre territoire, en région des communautés juives et arabo-musulmanes qui s'y trouvent. Donc on va essayer de prendre un petit peu de recul et puis comprendre également quel est l'environnement géostratégique de ce conflit. Comme on l'avait remarqué lors des vidéos précédentes, il y a trois forces américaines qui se trouvent actuellement dans la zone, deux forces aéronavales et une force amphibie. Et aux dernières nouvelles, la force aéronavale du porte-avions Diag Eisenhower s'est déplacé vers le golfe d'Oman. Donc très clairement, vous avez trois forces qui sont là pour marquer la présence américaine et éviter en Méditerranée avec le porte-avions Gerald Ford que le Hezbollah bouge de manière un petit peu trop prononcée. En mer d'Oman, avec le porte-avions Diag Eisenhower, que l'Iran bouge un peu trop, et avec la force amphibie qui se trouve en mer Rouge, c'est pour protéger l'axe logistique qui devient quasiment vital
pour alimenter l'État d'Israël en passant par le port de la mer Rouge. Donc, vous voyez très clairement ce positionnement géostratégique des forces aéronavales et amphibies américaines, avec notre petite force française, avec les deux porte-hélicoptères Dixmude et Tonnerre, et avec leurs deux frégates d'accompagnement qui se trouvent également à proximité du porte-avions Gerald Ford. Alors je suis assez étonné d'ailleurs, puisque je pensais que cette force, qui était avant tout une force humanitaire, allait se positionner beaucoup plus près des côtes de Palestine, notamment de la côte gazaoui, mais je pense que les conditions de sécurité ne sont pas suffisantes pour qu'ils se positionnent ainsi. Alors toujours pareil, en prenant le champ large, quels sont les acteurs qui sont en train de bouger à l'international? Il est clair que la problématique des otages est redevenue prégnante cette semaine, avec ces environ 250 otages, dont chez les côtés français, un otage et peut-être 8 disparus. Alors 8 disparus, c'est une manière édulcorée peut-être de prévenir peut-être éventuellement les familles d'un éventuel décès. En tout cas, on ne sait pas ce que sont devenues ces personnes. Et on voit que l'acteur majeur dans cette problématique, c'est redevenu le Qatar. Alors, il y a des otages, des pays qui ont un nombre d'otages important, notamment les États-Unis, 50 otages de mémoire, mais également la Russie. Et vous voyez ce rôle central du Qatar dans cette problématique de négociation des otages qui a été entamée, et qui aurait pu peut-être déboucher par certaines on va dire, libération ciblée. Je pense que les otages qui pourraient être libérés très rapidement sont les binationaux. Concernant les centres de gravité des parties prenantes extérieures au conflit, il y a un centre de gravité, un état final recherché qui est venu poindre cette semaine, comme je l'ai dit, c'est la libération des otages. Et on voit que cette libération est quand même très, très compliquée. Pour l'instant, c'est en raison des opérations israéliennes sur la bande de Gaza, et surtout également sur la détérioration de la situation en Cisjordanie, où la tension ne cesse de monter. Alors très clairement, vis-à-vis de l'attitude actuelle du gouvernement israélien et des opérations militaires qui se conduisent sur Gaza, mais surtout en Cisjordanie, on voit que les Américains, qui sont l'allié historique de l'État d'Israël, sont en train de prendre un petit peu de recul, puisque lors du dernier vote à l'Assemblée générale des Nations unies, demandant un cessez-le-feu, ils se sont abstenus, ne se sont pas opposés à ce vote-là. Donc c'est un signe quand même qui, sur le plan politique, est marquant, même si sur le plan opérationnel, il n'a aucun effet. Alors maintenant, intéressons-nous quand même à ce gouvernement israélien de coalition entre le Likoud et avec des partis d'extrême droite qui semblent assez dangereux sur le plan politique, parce qu'actuellement, on est sur une situation de guerre ouverte entre l'État d'Israël et donc les groupes armés qui ont attaqué le 7 octobre, mais vous avez derrière des partis politiques qui sont extrêmement dangereux et qui mettent en question et rendent difficile toute solution politique viable à l'issue de cette guerre, que ce soit sur le plan, notamment en ce qui concerne le peuple palestinien. Donc ces courants d'extrême droite au sein du gouvernement israélien sont représentés par 3 ministres, bien sûr le ministre en charge de la sécurité, le ministre en charge des finances et en particulier de la Cisjordanie, et un des ministres qui était en charge du patrimoine, qui s'est signalé par des déclarations pour le moins dangereuses et inadaptées. Donc, si on s'intéresse au ministre qui est en charge des finances et de la gestion de la Cisjordanie, Bezalel Smotrich, c'est très typiquement un ministre qui avait écrit en 2017 un plan décisif pour Israël, où pour lui, la solution, c'était que le peuple juif ait accès à tout la patrie historique, à sa patrie historique, donc de la Judée au sud de Jérusalem et la Samarie au nord. Donc, très clairement, c'est l'annexion de la Cisjordanie.
Donc vous voyez que ces courants-là, qui sont très présents, gênent une solution politique à terme à l'issue du conflit. Alors, je ne serai pas sans citer, bien sûr, le ministre de la Sécurité, Ben Gvir, un ministre de la Sécurité qui se permet quand même de distribuer pas moins de 10 000 armes parmi les 450 000 colons qui se trouvent en Cisjordanie. Je rappelle que cette colonisation n'est pas conforme au droit international, est illicite, avec différents types de colonisation qui ont été validés sur le plan juridique par l'État d'Israël et d'autres qui sont considérés également comme illicites par l'État d'Israël. En tous les cas, l'observation de la carte de la Cisjordanie montre que cette colonisation, ces implantations vont de manière crescendo depuis de nombreuses années. Que dire quand on dit qu'Israël est un État de droit, est une démocratie, c'est vrai. Mais en Cisjordanie, on est dans une situation où on est quasiment dans une situation de Far West. Parce qu'à partir du moment où on commence à distribuer des armes à des civils, sans que pour autant il y ait une maîtrise de ces armes, notamment par ces civils, 10 000 armes, ce n'est pas anodin, que les forces israéliennes, les forces armées israéliennes se positionnent de manière non neutre, mais plutôt favorable à ces colons qui sont dans une situation qui est illégale sur le plan du droit international, et qu'à côté de ça, il y a une montée des tensions et des affrontements en Cisjordanie avec quasiment 200 Palestiniens qui auraient été tués et environ 2500 qui auraient été emprisonnés, on voit que la Cisjordanie devient un enjeu stratégique qui risque de dépasser même la situation de guerre sur la bande de Gaza. Tu as un truc à rajouter, Régis? Alors, bon, le discours de Netanyahou qui, c'est pas seulement que ces implantations, que cette colonisation est illégale, c'est qu'elle est un défi, je veux dire, au droit international. C'est pas seulement je viole le droit international, mais c'est je vous défie d'appliquer votre droit international et toutes ces résolutions de l'ONU, y compris hier encore, le représentant d'Israël a dit on fera ce qu'on veut à propos de cette délibération dont tu parlais, du cessez-le-feu. Donc, oui, et tout ça dans un environnement qui est un environnement arabe, hein, musulman, oui, mais pas seulement, hein, arabe, perse avec l'Iran, c'est quelque chose que je considère comme extrêmement dangereux et surtout d'autant plus dangereux que aucune solution à partir de ces dispositions-là, à partir de ce que Netanyahou avance, aucune discussion sérieuse ne peut s'engager pour trouver une solution au problème palestinien, au problème israélien aussi, qui existe désormais depuis 1948. Donc, c'est ce jusqu'au boutisme, l'extrémisme de ces gouvernants, parce qu'ils sont au pouvoir, est quelque chose d'extrêmement préoccupant, à mon avis, pour Israël. Ça explique, parce qu'on l'a oublié un petit peu dans la période précédente, lorsque M. Sullivan écrivait son article pour Foreign Affairs de ce mois-ci, où il disait « Ah, mais le Moyen-Orient va très bien, il n'a jamais été aussi calme depuis 20 ans. » Bon, on sait ce qu'il en est advenu. L'article a quand même été publié parce que la revue était sous presse. Hein. Eh bien, cette situation, ce qui s'est passé le 7 octobre, a rassemblé à nouveau la population israélienne. Je crois qu'il y a deux tendances, deux blocs, mais ceux qu'on a vus s'exprimer depuis des mois. C'est-à-dire que toutes ces manifestations qui montraient cette contradiction fondamentale entre le bloc messianiste, les jabotinskistes, comme diraient les spécialistes, hein, ceux qui ont une vision du grand Israël, et une partie de la population plus modérée qui sent bien qu'il faut trouver une solution. Cela étant, la surprise du 7 octobre, le traumatisme extrêmement important, à rassembler cette population. D'une part, le bloc modéré, que j'appelle modéré par commodité, ce bloc modéré a un souci, a une peur existentielle concernant l'avenir d'Israël, et le bloc autour de Netanyahou, c'est-à-dire les fascistes, moi je suis clair, hein, il n'y a pas d'autre expression qui me vient à l'esprit et qui, à mon avis, qui rend compte de cette situation, eh bien, c'est un effet d'aubaine. On va en profiter.
Et c'est ce qui se passe naturellement à Gaza, où il y a la volonté de se débarrasser des Palestiniens, et ce qui est en cours en Cisjordanie. Et je lisais un article de Gideon Lévy ce matin, publié dans Haaretz, dans lequel il dit c'est là où ça va exploser, si on ne prend pas les mesures qui s'imposent, parce que c'est toujours quelqu'un de constructif. Oui, je partage cette idée selon laquelle la mèche d'une nouvelle explosion est allumée, et ce sera la Cisjordanie. Alors, pour revenir à cette notion des groupes armés qui ont perpétré l'attaque terroriste du 7 octobre, souvent le vocable qui est utilisé par les médias est celui de Hamas. En fait, c'est un vocable qui est très très simpliste et qui permet d'une certaine manière aussi d'amener l'idée que ce que le combat est un combat idéologique islamique. Bon, c'est pas un combat idéologique islamiste, c'est un combat territorial hein, et de peuplement, mais avec certains qui ont une idéologie islamique, mais c'est pas le cas de tous les groupes. Il y a d'ailleurs deux groupes qui sont totalement laïques, hein, qui sont des émanations de feu l'OLP, hein, de l'ex-OLP qui est devenu le Fatah, et notamment le FPLP. Et donc, on a tendance à l'oublier. Hein, donc, on est vraiment les Israéliens sont face à une coalition d'une dizaine de groupes qui ont des motivations idéologiques très très disparates. Et notamment le Front populaire de libération de la Palestine, le FPLP, dont le leader est en prison depuis 2002. D'ailleurs, il avait été emprisonné au départ dans des prisons du Fatah. Hein. Donc, c'est un groupe dissident hein, par rapport à la ligne politique du Fatah, et c'est un groupe qui est totalement laïque. Alors, le conflit en Palestine, certains sur les médias le qualifient qui cherchent à le qualifier, à montrer qu'il s'inscrit dans une guerre de civilisation entre l'Occident et puis un monde arabo-musulman. Il ne faut pas oublier que derrière tous ces grands concepts simplistes, il y a surtout des réalités de peuplement et de guerre territoriale. Hein, parce que si on applique dans ce cas-là ce concept de guerre de civilisation à ce conflit-là, alors comment expliquer le conflit entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, sachant que l'Azerbaïdjan est soutenu par Israël et la Turquie, et que l'Arménie est soutenue par l'Iran. Vous voyez que tous ces concepts-là qui permettent de mobiliser les émotions et d'amener les gens à se cliver, lorsqu'on les analyse sur le plan matériel, sur le plan des territoires et notamment des enjeux en cours, ça ne tient pas la route. Et on est dans le même cas concernant le conflit en Palestine. Il est évident qu'il n'y aurait pas de conflit de peuplement et de territoire entre le peuple juif et le peuple palestinien. Il n'y aurait pas de mouvement armé pour lutter contre, par exemple, les colonisations, que ce soit des mouvements armés qui soient d'obédience islamique ou d'obédience laïque. On est sur des luttes de territoire et des luttes d'intérêt qui sont liées à des problématiques de peuplement et d'espace à pouvoir occuper. Hein. On est là-dessus. Hein. Alors la solution, évidemment, ne pourra être que politique. Et malheureusement, lorsqu'on observe les événements actuels, on ne peut qu'être inquiet sur une éventuelle possible solution politique dans un objectif de justice, que ce soit vis-à-vis du peuple palestinien, mais également du peuple juif. Tout cela va être très, très compliqué. Alors, toujours, on en revient à la discussion qu'on avait tout à l'heure avec Régis, avant de commencer la vidéo. Donc, moi, j'aime bien me ramener toujours au centre de gravité. Alors, j'ai rajouté des centres de gravité côté israélien, hein, et un centre de gravité côté, j'ai mis Hamas, mais en fait, c'est les groupes armés qui luttent actuellement contre l'État d'Israël. Il est clair que pour l'État d'Israël, la notion de perte de combattants est un élément qui est majeur, même si il reste un petit peu amoindri par les massacres qui ont eu lieu le 7 octobre, et je pense que la population israélienne est prête à accepter les pertes d'un certain nombre de soldats. Ensuite, il y a un élément par contre qui est majeur en termes de centre de gravité, qui est partagé par les deux belligérants, c'est la stabilité de la Cisjordanie pour Israël et la déstabilisation de la Cisjordanie pour les groupes armés. Pourquoi la stabilité de la Cisjordanie pour Israël? Alors c'est quand même paradoxal, hein, parce que je pense que le fait d'armer les colons
hein, qui sont quand même largement protégés par les forces de l'armée israélienne, c'est un élément de déstabilisation pour l'État d'Israël. Parce que vous savez, une fois que vous avez distribué des armes à des civils, pour les récupérer, c'est toujours compliqué. Imaginez que dans le cadre d'une solution politique, dans quelques années, on décide de démonter les implantations des colons qui se trouvent en Cisjordanie, un peu comme Sharon avait démantelé les implantations en 2005 des colons qui se trouvaient dans la bande de Gaza. Les colons, à l'époque, dans la bande de Gaza, n'étaient pas armés. Maintenant, vous allez avoir des colons en Cisjordanie qui auront 10 000 armes. Donc, on est à deux doigts d'une guerre civile. Si jamais eux, ils refusent, et ça serait très probablement le cas, de laisser leur colonie. Vous voyez, donc, ce qui est paradoxal, c'est que le ministre de la Sécurité actuellement en Israël, j'ai l'impression qu'il devient le ministre de l'insécurité. Hein, et en donnant une impression qu'en Cisjordanie, ce n'est plus l'état de droit qui s'applique, mais une espèce de mélange d'état de droit avec état de force dans lequel les populations palestiniennes, évidemment, qui sont contraintes de subir la pression des colons, se trouvent désarmées puisqu'elles ne sont plus protégées par l'armée israélienne. En fait, du côté des forces alliées au Hamas, la déstabilisation de la Cisjordanie devient vraiment un enjeu stratégique. Sur le plan militaire, sur la bande de Gaza, ils ne peuvent pas avoir le dessus. Par contre, déstabiliser la Cisjordanie, sur le plan international, ça peut être un marquant beaucoup plus intéressant que malheureusement ce qui se passe actuellement sur la bande de Gaza, où même si à l'international, il y a de nombreuses voix qui s'élèvent pour remarquer l'intensité des frappes et des destructions et le drame qui est vécu par la population de la bande de Gaza, mais on voit très bien que ce n'est pas opérant. Par contre, la Cisjordanie, déjà sur le plan du droit international, c'est une situation qui est quand même très très problématique, et si jamais ce territoire s'enflammait, ça serait vraiment le talon d'Achille de la stratégie actuelle du gouvernement israélien. Tu as un truc à dire, Régis? Pour l'instant, non, mais je reviendrai tout à l'heure sur la notion d'Israël, État démocratique. Ouais. Alors, concernant les états finaux recherchés, eh bien, un état final recherché qui vient de s'ajouter cette semaine pour l'État d'Israël, c'est libérer les otages, même s'il me semble que c'est une opération qui va être assez compliquée et qui avait été mise en second plan de la réussite de l'opération militaire. Et bien sûr, du côté des groupes armés, c'est négocier la libération des otages. Et je pense que surtout, ce sont les otages binationaux qui vont faire l'objet de ces négociations. Alors, comme dit précédemment, eh bien, on est face à une situation, bien sûr, qui est très tendue sur la bande de Gaza, puisqu'on est vraiment dans une situation d'opération militaire. Par contre, sur la la zone de la Cisjordanie, on est sur des opérations de maintien de l'ordre, mais qui commencent à être des opérations de contre-insurrection quand on voit le nombre de morts et les tirs qui ont été opérés, mais également, surtout, l'intervention maintenant anarchique des colons qui ont été armés au détriment de la population palestinienne. Donc, on est sur une situation qui devient de plus en plus tendue en Cisjordanie et qui mériterait d'être observée de manière avec beaucoup d'attention dans les jours à venir. Concernant l'opération israélienne, oui. Excuse-moi, je voudrais juste une petite remarque qui montre bien, je veux dire, les dérives de ce gouvernement d'extrême droite ou dans sa partie d'extrême droite en Cisjordanie. C'est-à-dire qu'il y a des affrontements, les camps, parce qu'il y a toujours des camps de réfugiés dans cette partie de la Cisjordanie, ont été investis, un certain nombre de choses ont été détruites et spectaculairement, le gouvernement israélien a fait démolir par des bulldozers le monument à la mémoire de Yasser Arafat. Qu'est-ce qui avait besoin de faire subir à la population palestinienne cette humiliation? Hein, on n'aime pas Arafat, c'est pas la question. C'est un personnage important et historique dans l'histoire de la Palestine. Qu'est-ce qu'il y avait besoin de montrer sa force de cette façon-là? C'est parfaitement odieux. Hein, c'est le symbole. D'ailleurs, ça rejoint les destructions des néo-nazis ukrainiens, de la culture russe, les statues de Pouchkine, de Catherine II, et puis naturellement les monuments
à la mémoire des soldats de l'armée rouge tombés pour la libération de l'Europe. Donc voilà, c'était une petite remarque qui montre bien l'état d'esprit dans lequel se trouve une partie du gouvernement d'Israël, c'est l'effet d'aubaine. On veut aller à l'affrontement et on va les faire partir là aussi. Et d'ailleurs, il suffit de voir les réactions quand le gouvernement français, par l'intermédiaire de son ministre des Affaires étrangères, dit il faut arrêter l'épuration ethnique en Cisjordanie. Ce sont les termes qui ont été choisis. Il faut arrêter les agressions contre la communauté arménienne en Israël. Ce sont effectivement des réactions, enfin, ce sont des réactions à ces attitudes et à ces comportements qui vont à l'affrontement. Ils veulent cet affrontement. Hein. Une partie de la société israélienne n'en veut pas et appelle l'attention sur la catastrophe que ça représenterait, mais beaucoup le souhaitent rapidement. Oui, il y a des affrontements qui sont très marqués, notamment sur Hébron et sur Jenin, hein, dans le Ouais. camp de réfugiés de Jenin, où on est carrément là, notamment sur Jenin, sur de l'insurrection, hein, puisqu'il y a des armes et notamment des lance-roquettes anti-chars qui sont utilisées par les groupes armés palestiniens. Donc on est en train de basculer, comme je l'ai dit, du maintien de l'ordre vers la contre-insurrection. L'opération sur Gaza, les Israéliens poursuivent leur opération de cloisonnement avec, après avoir pénétré sur de grands axes et avoir cloisonné, et avoir saisi l'hôpital d'Al-Shifa, ils vont maintenant chercher à pénétrer sur une zone qui est problématique pour eux. Ils sont très très peu avancés. Hein, c'est la zone qui se trouve au nord de la ville de Gaza, et il est possible que là les opérations soient plus difficiles que celles qui ont été menées jusqu'à présent. Ils vont très probablement utiliser les mêmes techniques de progression avec les bulldozers et en détruisant les infrastructures de manière à sécuriser la progression de leur infanterie. Sachant qu'ils utilisent avant tout les chars lorsqu'ils progressent, ce qui peut être étonnant en milieu urbain, mais ils ont fait ce choix-là, à mon avis, pour limiter les pertes et en engageant l'infanterie lorsque le terrain est totalement sécurisé. La problématique, bien sûr, des Gazaouis qui ont quitté pour la plupart la grande majorité Gazaville et qui se trouvent maintenant au sud du territoire. On a du mal à savoir exactement où se trouvent les populations qui ont été déplacées et qui sont obligées de vivre dans des conditions plus que précaires. Je ne connais pas quelle est la coordination entre les forces armées israéliennes et les organisations internationales humanitaires qui se trouvent sur le territoire de Gaza. Il serait souhaitable qu'elle soit quand même assez poussée, puisqu'on a un nombre de déplacés qui est important. Il devrait y avoir une accumulation de quasiment 2 millions de personnes à terme à proximité de la frontière égyptienne, en créant ainsi une pression qui va être difficile à tenir dans le temps sur la frontière égyptienne. Bien sûr, à l'issue du vidage de la ville de Gaza, les Israéliens vont certainement continuer leur progression de manière à contrôler totalement la ville de Gaza et ensuite, comme on l'avait dit le 15 octobre, étendre leur opération, à moins qu'il y ait eu des freins d'ici là, au centre de la bande de Gaza. Alors, je parle de freins internationaux, au centre de la bande de Gaza et ensuite pour terminer au sud de la bande de Gaza, comme si balayait toute la bande de Gaza. Alors l'objectif in fine de cette opération, quand on parle d'éradiquer le Hamas, c'est bien sûr de créer en fait une situation où le Hamas n'est plus, et les groupes armés qui sont affiliés ou alliés, n'est plus une force ouverte de contestation et de confrontation, mais retourne à la clandestinité. Donc, ce qui laisserait entendre que les Israéliens vont bien sûr continuer leur opération au sud de la bande de Gaza, c'est qu'il y a des moyens d'alerte qui ont été divulgués auprès de la population palestinienne, leur disant que justement il fallait qu'ils se protègent puisque l'opération allait continuer au sud de la bande de Gaza, notamment sur la ville de Khan Younis. Et il serait possible que Khan Younis constitue également
un foyer opérationnel des groupes militaires qui se trouvent sur la bande de Gaza, notamment du Hamas. Alors, il y a eu bien sûr cette grosse déception des Israéliens après avoir investi l'hôpital d'Al-Shifa pour en concernant la découverte ou non d'un centre opérationnel du Hamas. Mais très honnêtement, je pense que les forces du Hamas sont déplacées en fait au nord de la ville de Gaza, dans cette zone très très dense sur le plan urbain, avec beaucoup de ruelles, de manière à rendre très difficile la progression des forces israéliennes. Donc la bataille de Gaza de la ville de Gaza actuellement, elle a été relativement facile pour les forces israéliennes. Il est possible qu'elle devienne beaucoup plus compliquée dès qu'ils vont commencer à investir la zone qui est plus au nord de la ville de Gaza et qui est beaucoup plus dense sur le plan des infrastructures et notamment de l'architecture, avec de nombreuses petites ruelles et une très forte densité de bâtiments. Donc cette déception vis-à-vis de l'hôpital Al-Shifa. Alors je regardais dernièrement une vidéo qui était assez intéressante. Il y a une vraie géopolitique des hôpitaux installés sur la bande de Gaza. Il y a 35 hôpitaux, hein, et 35 hôpitaux qui ont souvent été financés par des pays. Par exemple, il y a un hôpital turc, un hôpital indonésien. L'hôpital Al-Shifa était un hôpital qui avait été financé par les Américains. Donc il y a une vraie géopolitique humanitaire à l'international pour soutenir la population palestinienne et qui se concrétise au travers de ce grand nombre d'hôpitaux. Voilà, j'en ai terminé pour cette Alors, partie. je voulais Voilà. ajouter à propos de l'hôpital Al-Shifa. Bon, il y a beaucoup de débats sur l'armée israélienne qui ne. Alors, on l'appelle toujours Tsahal, c'était son petit nom, mais maintenant c'est IDF. Hein, je crois qu'officiellement elle ne s'appelle Ouais, plus c'est le Tsahal. Enfin, Beno. Ouais. peut-être, peu importe. De toute façon, ça n'a aucun intérêt. Mais beaucoup disent elle est plus qu'elle a été. Hein, n'est plus brillante. L'outil souple et brillant qu'elle fut aujourd'hui est la preuve, la surprise du 7 octobre. Hein, montre bien qu'elle est beaucoup moins performante. Alors, concernant Al-Shifa, c'est quand même extraordinaire parce que tu viens de nous dire oui, c'est les Israéliens qui ont construit un certain nombre de choses, donc ils étaient persuadés que les gens du Hamas étaient dedans. Bah, je veux dire, je suis quelqu'un du Hamas, je ne vais pas me mettre là où les Israéliens disposent de tous les plans pour pouvoir l'investir. Donc, c'est assez curieux. Alors, bon, ils ont fait une opération de communication, ils ont prétendu avoir trouvé des armes, ça a été débunké, c'était de la propagande. Oui, c'est assez étonnant qu'il y ait eu cette conviction que les gens du Hamas s'étaient planqués là. J'aurais trouvé ça de la part de ces derniers, je veux dire, une erreur évidente, quoi, hein, de se mettre à un endroit que les Israéliens non seulement le connaissaient, mais surtout l'avaient construit. Mm. Ouais, pour en revenir à la manœuvre militaire de Tsahal là, sur la ville de Gaza, contrairement à ce qu'avaient pronostiqué de nombreux experts militaires, d'ailleurs, je parle des experts militaires des plateaux TV, qui s'étaient déjà trompés pour ce qui concerne la guerre en Ukraine, la plupart faisaient des parallèles avec les batailles de Mossoul et de Fallujah. Or, c'est toujours dangereux de faire des parallèles historiques avec des situations qui sont circonstanciées, qui sont spécifiques. L'adversaire qui est constitué par les groupes paramilitaires du Hamas et les autres groupes, c'est un adversaire qui n'a rien à voir avec les groupes armés qui se trouvaient sur Fallujah ou sur Mossoul. Mossoul, d'ailleurs, c'est quasiment une armée comparable à celle du Hezbollah, avec des blindés, de l'artillerie, donc une armée constituée qui tient des points d'appui. Là, on est face à une guérilla urbaine qui, en fait, fait des embuscades sur les arrières des troupes israéliennes. Donc globalement, Tsahal a plutôt bien manœuvré là, puisque très rapidement, avec très très peu de pertes, hein, puisque ils ont aux dernières nouvelles une cinquantaine de morts, donc une cinquantaine de morts, ça fait à peu près ensuite 150 blessés derrière, sur une opération quand même qui est assez risquée. Maintenant, je pense que la difficulté, ça va être cette partie nord pour eux, d'investigation de la ville de Gaza, sur la partie nord de la ville de Gaza. Comment est-ce qu'ils vont s'y prendre? Est-ce qu'ils continuent à appliquer
la stratégie qu'ils ont appliquée jusqu'à présent, qui consistait, pardon, à aplatir, on va le dire carrément, par des frappes massives avant de pénétrer et de créer des axes sécurisés avec leurs bulldozers et puis ainsi sécuriser et protéger leur infanterie. Est-ce qu'ils vont faire de même sur l'autre partie de la bande de Gaza? Ça reste à voir, mais je vois pas pourquoi ils changeraient de technique opérationnelle puisque, jusqu'à présent, ça leur a plutôt réussi. Donc on va voir comment va se passer cette fin de sécurisation de la ville de Gaza. Ça sera le premier temps de l'opération. Une fois qu'ils contrôleront totalement, cette, ville de Gaza, est-ce qu'ils auront, la capacité politique, je dis bien politique, avec, peut-être, un veto de la part des Américains et peut-être une bronca internationale qui les amènerait à en rester là. Pour l'instant, j'ai quand même quelques doutes, hein, puisque je vois qu'ils sont sourds à toutes les injonctions internationales. Donc la deuxième phase, ça serait bien sûr étendre l'opération sur la partie centrale de la ville de Gaza et terminer sur la frontière égyptienne. Alors, quid dans tout cela des quasiment 2 millions de Gazaouis qui vont se retrouver peu à peu coincés sur la frontière israélienne, pardon, égyptienne, avec une forte pression sur l'Égypte. Quelle va être l'attitude de l'Égypte? Quelles vont être l'attitude des organismes internationaux, notamment des organisations humanitaires, pour gérer cette population? Et ensuite, comment vont se positionner également la communauté internationale vis-à-vis d'une situation humanitaire qui va devenir de plus en plus dramatique? Alors, à ce sujet, effectivement, il y a des parlementaires israéliens, tout d'arrogance, qui sont venus dire, Égypte, bien sûr, mais les pays occidentaux, vous devez prendre ces réfugiés, c'est-à-dire que, bah, écoutez, nous, on fait notre nettoyage ethnique, hein, et vous allez nous servir de poubelle. C'est insupportable. Bon, je pense que les réponses diplomatiques ont probablement été faites. Alors, sur les perspectives, alors, Hervé vient de nous dire qu'il faut faire attention aux comparaisons et aux précédents historiques. On a un désaccord sur la guerre d'Algérie, bon, on en reparlera peut-être un jour, mais là, je rappelle qu'en 1973, il y avait eu donc la guerre du Kippour, une attaque surprise qui avait complètement pris les Israéliens au dépourvu, et l'armée israélienne s'était redressée, avait réussi ensuite dans une contre-offensive à retraverser le canal de Suez. Et c'est à ce moment-là que les Américains ont dit stop, que Nixon a dit vous vous arrêtez. Il avait une très bonne raison pour le faire, hein, Hervé, c'était que les Russes, les Soviétiques avaient dit stop, vous n'irez pas au Caire, vous vous arrêtez maintenant. Donc ça s'est terminé comme ça. Aujourd'hui, effectivement, tu as raison, il n'y a pas d'autorité, il n'y a pas de rapport de force mondial qui permet de dire aux Israéliens stop. Jusqu'à quand, je ne sais pas. Et pourquoi est-ce que Nixon avait dit stop? C'est qu'on allait vers une guerre générale avec l'intervention des Soviétiques. Là, en l'occurrence, le monde étant très différent de ce qu'il était en 73, de la même façon qu'il était très différent de ce qu'il était en 1982, quand il y avait eu la guerre au Liban, avec toutes les atrocités, en particulier des massacres de Sabra et Shatila, eh bien, aujourd'hui, les pays arabes, les pays musulmans ne sont pas dans la même situation qu'à l'époque. Je pense en particulier à la Turquie. La Turquie, à l'époque, était un régime laïque, plutôt largement de droite, sinon d'extrême droite, membre de l'OTAN. C'est différent aujourd'hui, c'est complètement différent. Il y a l'Iran aussi, hein, parce qu'en 1973, c'était le Shah d'Iran qui était toujours au pouvoir. Donc, l'ensemble a quand même singulièrement évolué. Donc, est-ce qu'il pourrait y avoir le moment venu, hein, je dis bien le moment venu, un risque je veux dire, de déflagration, un risque d'élargissement du conflit qui nécessiterait à ce moment-là que le rapport de force mondial dise stop. Je pense que c'est quelque chose qui est envisageable. Sûrement pas aujourd'hui, parce que pour l'instant, personne ne bouge vraiment. J'ai vu que en Chine, ça commençait un petit peu à se durcir, le ton se durcit. Il y a pas d'hostilité Chine-Israël, hein. Il n'y a pas un passif, mais ça commence un petit peu. Bon, la Russie reste très prudente, il y a là d'autres chats à fouetter.
Bon, est-ce que le moment venu, s'il y a un risque de débordement et un risque de guerre régionale importante, parce qu'il ne faut pas oublier non plus que le ministre qui a été mis de côté, qui avait dit on va raser Gaza, c'est à nous, etc. Et puis, de toute façon, on serait bien avisé, je ne sais pas exactement ce qu'il a dit, on serait bien avisé de nous servir de l'arme nucléaire, faisant sortir le chat du sac, c'est-à-dire reconnaissant qu'Israël a l'arme nucléaire. C'est un secret de polichinelle, sauf que le fait de ne pas le savoir est une violation du droit international. C'est comme ça. Bien, donc parce qu'il faudrait que la EIA puisse faire disposer d'informations, il faudrait qu'elle puisse faire des inspections. Enfin, bon, toujours est-il qu'il ne faut pas oublier non plus que la Turquie et l'Iran n'ont pas l'arme nucléaire, mais peuvent en disposer, que le Pakistan, qui est un pays musulman particulièrement, je veux dire, remonté contre Israël aujourd'hui, le leur fournirait. Je crois que c'est ce que disent ceux qui en parlent en ayant le niveau d'expertise suffisant, qui n'est naturellement pas le mien. Donc, ce risque d'une dégradation d'un conflit régional avec une dimension nucléaire n'est pas à exclure, je n'y crois pas trop, mais ça peut devenir vraiment un risque qui permettrait à ce moment-là, comme en 1973, de mettre un feu rouge à Israël par l'intermédiaire évidemment des États-Unis. Bon, on n'en est pas là, hein. Non, 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 on n'en est pas là, on n'en est pas là. C'est-à-dire, c'est bon, voilà quoi. Moi, je me rappelle de la situation en juillet 1914. C'est très intéressant de lire les journaux de l'époque, etc. et tout, comment on voyait les choses et ce sur quoi ça a débouché. Bien sûr. Alors maintenant, nous allons nous intéresser au conflit entre la Russie, l'Ukraine, mais également les États-Unis, l'Europe et puis l'OTAN. Très intéressant, dernièrement, une information selon laquelle le trafic pétrolier russe pourrait être contrôlé, voire interdit en Baltique par le Danemark. Donc on est très clairement, si jamais cette information venait à être validée, on serait très clairement dans une situation de guerre. Donc je pense qu'on est sur des gesticulations qui n'auront pas d'effet opérationnel, il faut le souhaiter. Maintenant, revenons sur les centres de gravité des deux belligérants directs. Excuse-moi, je t'interromps une seconde, Oui, vas-y. Hervé. C'est que le Danemark l'empêcherait, ce qui serait une violation des traités internationaux, Tout à fait. parce que les bateaux russes circuleraient dans les parties internationales. Donc, ce serait un acte de guerre. C'est ça qui serait un acte de guerre de Exactement. la part du Danemark. À mon avis, le Danemark n'a aucune envie de se lancer là-dedans. Ça montre toute la problématique des Occidentaux vis-à-vis de ces sanctions qui ne fonctionnent pas, en fait. Et ils cherchent tous les moyens possibles de les faire fonctionner, quitte à créer des objets juridiques qui sont extrêmement dangereux. Ensuite, concernant les centres de gravité des belligérants directs, on voit très clairement que en l'état, l'Ukraine est en très très grande difficulté, très très grande difficulté, et que la pression qui s'exerçait sur la souveraineté sur la Crimée, je parle des attaques qui avaient lieu sur la Crimée, mais également sur la flotte de la mer Noire, qui gênait la flotte russe, sont en train de baisser pour différentes raisons. Je pense que les moyens aériens ukrainiens commencent à être de plus en plus comptés. De moyens qui permettent d'attaquer la Crimée. Et deuxièmement, la flotte de la mer Noire, en fait, très simplement, les Russes, ils ont quasiment déplacé tous leurs navires à forte valeur ajoutée sur le port de Novorossiysk. Et il reste que les installations qui permettent les réparations sur Sébastopol ou en Crimée. Alors, je ne sais pas si sur le port de Novorossiysk, ils ont des installations qui permettent de mettre les bâtiments en cale sèche comme sur Sébastopol ou d'autres ports criméens. Ça pourrait être d'ailleurs une problématique pour eux à terme, puisque c'est les bateaux qui ont été souvent ou détruits ou fortement endommagés par des attaques ukrainiennes, notamment par Storm Shadow. Ils l'ont fait sur des bateaux qui étaient en cale sèche. Donc à suivre. Concernant la situation politique
en Ukraine entre Zalouzny et puis les généraux qui sont proches de Zalouzny et puis le pouvoir ukrainien, c'est-à-dire le président Zelensky, euh, euh, tout ne va pas ne se fait pas sous les meilleurs augures et tout est en train plutôt de se détériorer. Et c'est d'ailleurs pour cela que le patron de la CIA se serait déplacé à Kiev justement pour mettre un petit peu de liant entre toutes ces personnes. Concernant l'appui occidental à l'Ukraine, bon, très clairement, l'Union européenne s'est beaucoup avancée sur son million d'obus d'artillerie, obus de 155 mm, sachant qu'ils seront capables que de fournir 30% de ce qui avait été annoncé. Donc on est très très loin des dotations qui avaient été promises et ça aura forcément des conséquences sur les capacités des forces armées ukrainiennes. Encore une fois, les Européens sont partis d'une posture sans avoir de réflexion stratégique en amont, de savoir si cette posture était tenable. Alors, cette infographie a été beaucoup partagée sur les réseaux sociaux parce qu'elle est gênante, même si elle est imprécise et qu'elle a de nombreuses, on va dire, imperfections. Elle montre en tout cas le déficit qui peut exister de manière assez grossière, hein, même si, comme je l'ai dit, c'est perfectible, entre les capacités de production de l'appareil militaro-industriel russe et les capacités de fourniture de moyens par les Occidentaux. Et on voit très clairement que cette guerre industrielle, si les paramètres restent en l'état, ne pourra être gagnée que par la Russie. De même, l'appui de la Corée du Nord qui avait été si décrié hein, en Occident, notamment par nos médias, en mettant en avant la rusticité des moyens. En fait, pas tant que ça, la rusticité des moyens, puisque la Corée du Nord a amélioré souvent des matériels, des moyens ex-soviétiques, en leur donnant soit une portée supérieure, comme pour les obus de 152 mm, soit une portée supérieure également, comme pour les roquettes qui sont utilisées dans les grades. Et bien sûr, ils ont fourni à la Russie un système qui est supérieur au HIMARS américain et sur lequel les Russes seraient en train de se former et qui aurait une portée de 200 à 240 km. Donc vous voyez un appui logistique et technique de la Corée du Nord qui n'est pas négligeable et qui pourrait être très très précieux lors d'une éventuelle offensive d'hiver des forces russes. De la même manière, la capacité des forces russes à assurer la maintenance de leurs moyens endommagés grâce à la grande rusticité et standardisation de leurs engins leur offre une grande disponibilité de moyens sur le front comparativement aux forces ukrainiennes qui sont confrontées à la disparité des moyens occidentaux, à leur fragilité et à la nécessité d'assurer la maintenance de manière éloignée, notamment en Pologne. Alors, je vais vous montrer cette vidéo qui est assez intéressante. C'est la vidéo d'une jeune soldate ukrainienne qui est mobilisée, hein, qui va aller sur le front. Donc, comme d'habitude, elle fait son selfie de départ sur le front, et puis ensuite elle est sur le front, et puis elle est confrontée à la dure vie sur le front et de la tranchée. Elle est légèrement blessée ensuite. Donc, cette vidéo fait florès sur les réseaux sociaux. Mais au-delà de cette vidéo, cela montre une chose qui est patente, c'est la problématique de la ressource humaine mobilisée et mobilisable dans les forces ukrainiennes. Puisque des militaires féminines ukrainiennes, il y en avait depuis le début de la guerre, mais jamais on en avait vu comme ça engagées en première ligne dans les tranchées. C'est terrible, moi, je trouve, de voir ces vidéos, ces photos d'avant. Hein, on voit que le Botox est une production mondiale qui a pris une certaine importance parce que tout ça, c'est le fruit des réseaux, le fruit du narcissisme d'aujourd'hui. Et puis ensuite, quand on se retrouve confronté au caractère terrifiant de la guerre, c'est un effondrement, quoi. C'est ce que tu appelles la guerre TikTok. Non, non, c'est pas TikTok. Hein, c'est la guerre, c'est la mort. Alors maintenant, si on s'intéresse au théâtre des opérations, on va d'abord se focaliser sur la zone de Donetsk et notamment la ville d'Advitka qui se trouve au nord de la zone de Donetsk, qui est le théâtre d'opération majeur en ce moment,
où les forces russes sont très clairement en train d'avancer, même si c'est avec difficulté, hein, puisque c'est une zone qui est très fortifiée depuis 2014, qui sont en train d'avancer au nord et au sud. Elles ont franchi la voie ferrée qui se trouve au nord et sont en train de de commencer à approcher la zone industrielle qui se trouve ici, de la coquerie, et sont également en train d'avancer dans cette zone-là. Donc une bataille qui, à terme, devrait se terminer soit par l'évacuation des forces ukrainiennes, ce qui serait la solution la plus avantageuse pour eux, soit un encerclement des forces ukrainiennes. En l'état, les consignes qui auraient été données par le président Zelensky seraient d'une résistance comme sur Bakhmout, mais la configuration est beaucoup plus défavorable aux forces ukrainiennes que sur Bakhmout. D'abord, la densité urbaine de la ville n'est pas du tout la même. Il y a beaucoup moins de bâtiments et en dur pour pouvoir s'accrocher, hormis donc la zone industrielle qui se trouve au nord de la ville à cet endroit-là. Donc une bataille qui devrait durer encore au moins 1 à 2 mois et se terminer très probablement par une victoire des Russes sur cette zone-là. Alors, J'ai une oui, question, Hervé, technique. Alors cette fois-ci, quand on regarde un petit peu la configuration, les fameuses flèches, les 8 km d'écart, etc. Donc il y a, si je comprends bien, deux types d'encerclement, hein, un encerclement physique et un encerclement opérationnel. Je ne sais pas si ce sont les bons termes. C'est-à-dire qu'en fait, on a les routes d'approvisionnement, les voies d'approvisionnement, pardon, qui sont sous les feux et qui rendent finalement difficile, voire impossible, ce ravitaillement. Est-ce que c'est ça que les Russes recherchent, ou bien, je dis peut-être une bêtise, parce que sur Bakhmout, ça n'a jamais été fermé. On avait des vidéos, on voyait des carcasses, etc., mais ça n'a jamais été fermé. Est-ce que c'est volontaire pour justement, dans la stratégie d'attrition, pour laisser à partir des volontés de Zelensky de ne rien lâcher, ce qui permet ensuite de continuer à détruire les forces ukrainiennes? Le fait de ne pas fermer la ouais. NAS, est-ce que ça peut être un choix stratégique, ça? Moi, Ou je pense qu'on tactique, est pardon. oui, je pense qu'on est sur la même stratégie que sur Bakhmout, hein, c'est user les réserves ukrainiennes, à tel point que la 47e brigade mécanisée qui était sur le front de Zaporijjia, qui est une brigade qui avait énormément souffert hein, lors des offensives, celle qui a des véhicules de combat d'infanterie Bradley américains, a été réengagée sur cette zone-là, sur Advitka, et certaines sources diraient que notamment les unités d'appui de cette brigade, c'est-à-dire la compagnie anti-char, les unités d'artillerie, ont été converties en unités d'infanterie de circonstance, ce qui est grave, hein, puisqu'on est sur la cannibalisation en fait, d'une unité. Ça veut dire que Oui. vraiment, le souci des effectifs au sein de l'armée ukrainienne devient un sujet dramatique hein, et crucial. Hein, et aurait été cannibalisé de manière à être engagé comme troupe d'infanterie et puis pouvoir être engagé en première ligne. Donc, on est sur, à mon avis, toujours, les Russes continuent leur stratégie d'attrition de manière à arriver à une situation où l'adversaire en face sera épuisé, tellement épuisé à certains endroits qu'ils pourront passer à l'offensive de manière beaucoup plus facile qu'actuellement. Bon, les combats sont durs hein, de part et d'autre. Hein. On est quand même face à des personnes qui ne lâchent rien. Hein. Donc, au nord, sur la zone de Kupiansk, les Russes continuent à avancer, notamment à proximité de Kupiansk sur Sinkivka. Donc, à suivre. De toute façon, les Russes avancent prudemment, hein, puisque la situation là, sur cette zone-là fait que de l'autre côté, à l'ouest de la rivière Oskol, les Ukrainiens sont sur des hauteurs. Donc, ça sera quand même un combat qui sera difficile pour les forces russes. Donc voilà l'état des avancées des forces russes en direction de Kupiansk. Hein. Donc là, et c'est là où il y a eu énormément également de combats cette semaine. Alors ce qui est notable, c'est que les forces ukrainiennes en sont conduites maintenant, notamment dans certaines zones, à utiliser des matériels qui ont été fournis par les Américains qui datent de la Deuxième Guerre mondiale. Donc comme les obusiers de M114. Alors maintenant, on va parler d'un sujet qui fait florès dans les médias, c'est l'offensive amphibie des forces ukrainiennes sur Krinky.
Donc, depuis environ 2 ou 3 semaines, les Ukrainiens traversent le Dniepr et cherchent à s'implanter d'abord sur des zones marécageuses, pardon, et maintenant on aurait atteint le premier village qui est en bordure des zones marécageuses. Donc, la ville de Krinky, bon, très clairement, en l'absence de supériorité des feux, de supériorité aérienne et de moyens amphibies conséquents pour assurer, par exemple, la traversée en force d'une brigade blindée, c'est une manœuvre qui est vouée à l'échec à terme. Alors pourquoi les Russes contre-attaquent et frappent couramment cette enclave ukrainienne sur la rive est du Dniepr? Parce que leur intérêt, ça serait justement de le laisser franchir et ensuite d'agir de manière à les neutraliser et à faire des prisonniers puisqu'ils se retrouveraient dos au Dniepr. C'est parce que je pense que les Russes sont inquiets du fait que Krinky, et c'est l'objectif à mon avis des Ukrainiens, Krinky est à 5 km de la M14, qui est un axe qui est fondamental, transversal pour la logistique russe et pour le variantement des unités. Donc je pense que l'objectif tactique de cette offensive ukrainienne, s'il y a un objectif tactique derrière, de toute façon les militaires vont toujours chercher à concrétiser matériellement une directive de l'échelon politique. C'est d'atteindre cette M14, qui est une autoroute qui se trouve à peu près à 5 km du village de Krinky. Bon, c'est quand même une tâche très très difficile pour les Ukrainiens d'atteindre cette route en l'état des forces disponibles et surtout de la différence de rapport des feux entre eux et puis l'armée russe. D'ailleurs, Alors, donc, tu viens de nous dire des mérites stratégiques et tactiques difficilement qualifiables, mais ça a un autre mérite, mon cher Hervé, c'est que ça permet à Xavier Titelman, à Cyril Amourski de venir nous dire ça y est, ils ont percé, bravo, etc., de sortir les calculettes et les doubles décimètres pour regarder les avancées, etc., etc. Sachant que je reviens sur l'infographie de tout à l'heure. Ça conforte l'analyse que tu as depuis le début, qui a été aussi la mienne, c'est le déséquilibre des forces. Donc voilà, supériorité des feux, supériorité, voire monopole aérien, et puis 150 millions d'habitants d'un autre côté, aujourd'hui une trentaine de millions, une industrie militaire puissante d'un côté, pas d'industrie militaire de l'autre, etc. Donc, qui font que on arrive à un rapport de force qui, à terme, sera, comment dire, létal pour la pauvre Ukraine. donc voilà une idée du village de Krinky sous les feux russes. Hein, il faut se rendre compte quand même de ce qui se passe. Hein. Ça, c'est le village de Krinky. Alors, je voudrais rappeler quand même que lors de la destruction du barrage de Kakhovka, tous les experts militaires des plateaux avaient hurlé en disant, bien sûr, en désignant les Russes. Alors, j'ai pas dit que c'était les Ukrainiens ou les Russes qui avaient détruit mais en disant le barrage, mais en disant que c'était un avantage évidemment pour les Russes sur le plan militaire. Mais non, pas du tout en fait, puisque on le voit maintenant actuellement, les Russes à l'époque, lorsqu'ils maîtrisaient le barrage, ils pouvaient ouvrir et fermer les vannes comme ils voulaient, de manière à augmenter le flux du Dniepr et ainsi pouvoir balayer une offensive amphibie des Ukrainiens. Donc on voit très bien que encore cette analyse a été conduite à courte vue, hein, et sans beaucoup de recul. Donc en l'état, la stabilisation du cours du Dniepr rend possible, avec une forme de sécurité sur le plan nautique, le franchissement par les Ukrainiens. Alors, ça n'interdit pas non plus les Russes à terme d'en profiter également, mais pour l'instant, c'est les Ukrainiens qui en profitent. Alors, maintenant, nous avons terminé notre partie sur la guerre en Ukraine. On va s'intéresser un petit peu à la guerre de l'information. Elle est sympa, cette Oui, vue-là. elle est Oui, oui. sympa, ouais. Ouais. Donc, on va revenir sur la bataille d'Azivka. Les narratifs de la bataille de Bakhmout ressortent. Alors, au-delà du narratif, hein, il faut bien comprendre que c'est pas forcément un bon signe, hein, quand ça commence à ressortir comme ça. On nous ressort les vagues d'assaut avinées de Moudjik. Donc, si on se remémore, il y a un an du même narratif sur la bataille de Bakhmout et l'issue pour les forces ukrainiennes de la bataille de Bakhmout, on peut considérer qu'on est sur une configuration qui est comparable.
Également, le général Yakovlev en citant les actions des colons en Cisjordanie, a parlé de ratonnade. Hein. Alors, le général Yakovlev il est toujours aussi mesuré dans ses propos, hein, puisqu'il y a 2 semaines, il y a 2 semaines sur le plateau de Darius Rochebin, il avait parlé de solution finale pour le peuple de Gaza. Alors, Darius Rochebin l'avait arrêté, mais il dit, mon général, vous ne pensez pas ce que vous dites. Oui, non, mais bon, solution finale, ce que je veux dire, c'est qu'on est sur une forme d'épuration ethnique. Alors, c'était plus ou moins rétabli, mais tu imagines le terme. C'est vrai que le terme était totalement déplacé, mais c'est son habitude, lui. De toute façon, il emploie des termes, on se demande parfois comment son cerveau peut fonctionner. Alors là, il a parlé de ratonnade, c'est pareil, c'est un terme qui est déplacé, puisque ça n'a rien à voir. Mais on est, en fait, ce qu'il voulait souligner, c'est en fait les actions des colons vis-à-vis des populations palestiniennes, notamment des agriculteurs palestiniens. Donc, on en revient à ce qu'on disait avant de commencer la vidéo sur l'attitude beaucoup plus équilibrée de LCI sur le conflit en Palestine que sur le conflit en Ukraine. Alors, dans notre discussion précédente, dont on vous a déjà parlé avec Hervé, on se posait la question de savoir pourquoi est-ce qu'on avait LCI, qui a été le plus pro-ukrainien, le plus propagandiste depuis 1 an et demi, était beaucoup plus mesuré concernant le conflit au Moyen-Orient, beaucoup moins inconditionnellement soutien d'Israël, et que c'était CNews qui avait pris le relais et qui est brutalement, je dirais d'une certaine façon, pro-israélien. Eh bien, on s'est posé la question de savoir quels étaient les intérêts des 2 oligarques propriétaires. C'est-à-dire qu'LCI a pris le parti de l'Ukraine, je ne sais pas pour quelle raison, peut-être qu'il y aura de la reconstruction après, et en tout cas, le marché des pays arabes pour Bouygues, parce qu'il s'agit bien de Bouygues, qui est le patron et le propriétaire d'LCI, le marché des pays arabes et des pays musulmans est tout à fait essentiel pour LCI. Quant à Bolloré, alors là, je ne sais pas comment analyser les raisons pour lesquelles CNews est devenu à ce point pro-israélien. Je sais pas, il doit y avoir peut-être des intérêts économiques, parce que c'est quand même ça qui est extraordinaire. Le système médiatique français est entre les mains d'une douzaine d'oligarques, et ce sont eux qui orientent le contenu des médias. On le voit avec l'oligarque tchèque ou slovaque, je ne sais plus, Kretsinski, hein, qui a racheté un certain nombre de journaux, et il leur impose une ligne. Hein. Quand Marianne avait fait une qui était assez critique sur Emmanuel Macron pendant la campagne électorale, il était intervenu pour la faire retirer et faire adopter une beaucoup plus favorable aux locataires de l'Élysée. Voilà, c'était une petite question qu'on s'était posée sur le pourquoi des positionnements des uns et des autres. Alors, également, sur le plan de l'information, il faut toujours se replonger dans la pensée stratégique des États-Unis et lire les publications de la Rand Corporation. Donc, cette publication qui date de 2019 et qui est accessible hein, sur Internet. Hein. Et il y a un tableau parmi d'autres tableaux, hein, qui concerne le sujet de comment contenir la Russie, hein, l'expansion de la Russie. Il y a bien sûr ce tableau qui est assez parlant, hein, donner des moyens létaux à l'Ukraine, c'est-à-dire armer l'Ukraine, et ensuite c'est ce qui semble le plus prometteur, hein, de manière à rentrer dans une confrontation avec la Russie de manière indirecte, par proxy interposé, mais de ce tableau, ils disent que les risques sont importants, hein, le coût est important, les bénéfices peuvent être importants, mais la probabilité que ça marche est quand même assez modérée. Alors, lorsqu'on va sur le site de la Rand Corporation, évidemment, ils ont du mal à supprimer maintenant toutes ces publications, puisque
Donc, ils ont mis un petit entrefilet expliquant que les pro-russes les utilisent pour confirmer la propagande de Poutine. Mais en fait, il n'y a pas de propagande ou de pro-russe, c'est simplement de l'analyse que les États-Unis cherchent à contenir la Russie sur le plan géostratégique, ça se comprend. Et ensuite, qu'on fasse une corrélation avec ce qui se passe actuellement en Ukraine, ça se comprend aussi, ça serait stupide de ne pas faire une corrélation. Ou aveugle. Alors, on en revient à la discussion qu'on avait également avant de commencer la vidéo. En ce moment, notamment la presse anglo-saxonne, puisque la presse anglo-saxonne, il faut la lire, Ah oui. parce qu'elle est toujours mesurée, beaucoup plus équilibrée. C'est une presse vraiment de débat. Et le dernier titre du Wall Street Journal, c'est « Il est temps d'arrêter la pensée magique à propos de la défaite de la Russie ». En fait, ils sont en train de dire ou d'écrire ce que l'on dit nous souvent, enfin nous, je veux dire ceux qui cherchent à être à peu près lucides par rapport à ce conflit depuis le début de ce conflit. Et donc, c'est un petit peu un retour à la réalité, mais c'est pas innocent. Et je pense que ça s'inscrit dans une campagne de presse visant à infléchir les positions de l'Ukraine vis-à-vis de ses objectifs de guerre qui sont quasiment inatteignables, puisque c'était retrouver les frontières de 1991. Donc, aller vers une solution de gel du conflit avec une solution négociée en l'état des positions des forces sur le front. Par contre, je ne pense pas que la Russie maintenant veuille négocier. Alors, je profite de l'occasion du journal, enfin de l'article du Wall Street Journal, pour rappeler que je crois, hein, j'attends confirmation, qu'il y a une négociation qui a eu lieu entre le président des États-Unis, enfin entre la Maison-Blanche et le Congrès, et essentiellement la Chambre des représentants, à propos du budget. Et que dans le budget sur lequel ils ont passé un accord, qui si cet accord n'existait pas, n'était pas voté, eh bien le gouvernement et toute l'administration du pays seraient en état de cessation de paiement, eh bien, que dans ce budget, il y a le financement de l'aide à Israël et il n'y a plus quasiment d'aide pour l'Ukraine. Si c'est adopté comme ça, je veux dire, c'est une situation qui est assez catastrophique pour l'Ukraine, et ce qui explique l'article du Wall Street Journal, parce que il est temps d'abandonner la pensée magique. Vous êtes gentil, hein, vous en êtes drôlement servi. Et nous, lorsqu'on disait, mais attendez, c'est pas ce qui se passe, c'est pas ce qu'il faut comprendre, le réel n'est pas celui-là, on se faisait insulter et traiter de suppôt de Poutine. Hein, donc Oui. aujourd'hui, oui, ben non, aujourd'hui, c'était ce qu'on disait, c'était de la pensée magique. On passe souvent de suppôt de Poutine à antisémite, ou alors Ah oui, c'est un petit peu ça. Dès qu'on commence à vouloir raisonner un sujet en prenant du recul et sans être, même si on a des opinions, mais en étant le plus factuel et réaliste possible, en général, évidemment, on va choquer des parties prenantes, que ce soit d'un côté ou de l'autre, hein, d'ailleurs. Hein. Alors, Gérard Haro, qui est l'ancien ambassadeur aux États-Unis de la France, bon, il m'a bloqué sur X. C'est bien dommage parce que je trouve que c'est une personne qui a plutôt des raisonnements qui sont pertinents en général. Et donc, il a évidemment mis en avant le sujet crucial de la situation en Cisjordanie, qui est vraiment le sujet stratégique, à mon avis, de ce conflit entre Israël et puis les groupes armés palestiniens. Et donc, il souligne le fait que ce qui se passe en Cisjordanie est scandaleux, hein, et que les colons sont en train de réaliser un nettoyage ethnique. Hein. Donc, quand vous avez un ancien ambassadeur de France qui s'exprime ainsi, c'est qu'il le fait de manière posée et après mûre réflexion. On n'est pas sur les sorties du général Yakovlev. alors, écoutez, allez voir Gérard Haro dans une salle de l'Assemblée nationale. Je sais pas, non, c'est pas une commission d'enquête, je sais pas, c'est un groupe de travail.
et il est en face de l'ineffable Meyer Habib. Donc, Ah Meyer oui, Habib pousse des hurlements, ah oui, etc. Lui, il s'agace un peu quand même, ouais, ouais, notre excellence. Hein, il ouais, s'agace un petit peu. ouais. Hein, il est d'une grande fermeté en disant non mais attendez, arrêtez de dire n'importe quoi. Meyer Habib, oui, ça c'est comment dire, celui depuis le 7 octobre, là, personne ne peut dire qu'il ne l'a pas déjà vu et ne le connaît pas, parce que Ouais. qu'est-ce qu'on voit et qu'est-ce qu'on entend, c'est véritablement, je veux dire, un repoussoir, ce type, hein, un repoussoir. Israël ferait bien de trouver des Ouais. porte-paroles. Le Likoud s'entend, puisque c'est un Ouais. député au Parlement français, mais tout le monde sait très bien que c'est un Ouais. député israélien du Likoud. Hein, je pense que les Israéliens seraient avisés de trouver quelqu'un d'un peu plus présentable. En fait, Attention, ouais, ouais. j'ai dit, je vais me faire naturellement traiter d'antisémite. Non, non, Critiquer mais Meir Habib, c'est antisémite. Bon. souvent, parfois, les amis d'Israël, quand on entend les propos qu'ils tiennent, on peut se demander si réellement ce sont des amis, hein. C'est un peu comme les amis de l'Ukraine, hein. Ouais. Parce que quand c'est extrémiste, ça ne sert pas la cause que l'on veut défendre, de toutes les manières. Et donc Gérard Haro, bien sûr, sur le conflit en Ukraine, il a également la même position, hein. Alors c'était aussi sur LCI, c'est pour ça que je dis que LCI, quand même, de temps en temps, il donne la voix à des personnes qui sont un petit peu divergentes par rapport aux opinions qui sont exprimées sur les plateaux. Il n'y aura pas de victoire décisive, le rapport de force ne le permet pas. Il faudra amener Poutine à Nuremberg. C'est pareil. Ça va être très compliqué pour les Occidentaux, après avoir mené cette campagne de dénigrement contre la Russie et aussi contre le président Poutine, parce que bon, l'accusation de crimes contre l'humanité avec le déplacement des enfants ukrainiens en Russie, quand on analyse la situation, on voit très bien que c'est extrêmement tiré par les cheveux, si je peux me permettre. Et, et donc, mais le problème, c'est que ça crée vraiment des points de non-retour, quoi, hein. Et là, lorsqu'on parle de négociations, des points de non-retour sur lesquels d'ailleurs les Russes pourraient également s'appuyer en disant, écoutez, vous voulez négocier maintenant avec un criminel de guerre? Ben non, nous, on continue notre guerre. Ouais, tu vois un petit peu toute l'incohérence et les impasses vers lesquelles on peut être conduit avec des Tout à propos comme fait. ça. Et puis, alors, c'est le double standard aussi, hein, parce que je veux dire, bon, le mandat d'arrêt contre Poutine, qui est une manœuvre occidentale, qui, sur le plan juridique et judiciaire, ne reposait sur pas grand-chose, bien évidemment, il n'y aura aucun mandat d'arrêt concernant Netanyahou. Et pourtant, documentés, là, ils sont tout à fait imparables et reconnus à l'ONU. Il y a des crimes de guerre. Donc, bon, voilà, moi, j'entendais quelqu'un à propos de ce que tu disais tout à l'heure sur on veut nous amener à une guerre de civilisation. Or, c'est beaucoup plus prosaïque et beaucoup plus concret que ça, ce qui est tout à fait exact. Les guerres de religion existent, les affrontements civilisationnels peuvent exister aussi, mais en l'occurrence, c'est pas ce qui se passe aujourd'hui. J'entendais quelqu'un dire à propos en réponse à ce qu'on disait, oui, mais vous êtes anti-occidentaux, c'est nos valeurs. Et la personne répondait, mais écoutez, non, on vous déteste parce que justement, vous n'avez pas de valeur. On ne vous déteste pas pour vos valeurs, on vous déteste parce que vous n'en avez pas. Et malheureusement, les gens qui disent ça ont quand même quelques arguments. Et enfin, on va terminer par l'information. Donc, je conseille à tout le monde de regarder l'excellente interview sur Skyrock du chef d'état-major des armées, le général Burkhardt. Bon, c'est quelqu'un qui passe très très bien en communication, qui sait très très bien communiquer, qui a les idées également très très claires. Alors on pourrait dire c'est normal ce poste-là, mais bon, en tout cas, il pourrait ne pas être un bon communicant. Alors évidemment, on est sur une ligne politique qui est classique, hein, notamment vis-à-vis de l'OTAN, vis-à-vis des conflits actuels sur lesquels le pouvoir politique français s'est positionné, ce qui est normal, hein. Il n'est pas là pour, il est là pour faire fonctionner la machine, hein. Mais si pour ceux qui s'intéressent au positionnement des armées françaises et puis à des concepts stratégiques comme compétition, contestation, affrontement, c'est exprimé de manière très claire par quelqu'un qui maîtrise très bien le sujet, qui est modeste, hein, et qui a un passé opérationnel quand même assez conséquent, puisqu'il a commencé quand même comme chef de section des chuteurs opérationnels, 2e régiment étranger de parachutistes. Donc,
très clairement, c'est une élite physique, hein, sur le plan opérationnel et on est sur des gens qui sont hyper sélectionnés quand on parle du chef d'état-major des armées, que j'avais eu l'occasion de rencontrer, très brièvement lorsque j'étais encore, en poste, mais voilà donc je vous conseille de regarder cette interview, elle est très pédagogique et très didactique. Et également le retour de notre chère Caroline Galacteros, toujours, aussi lucide et puis intéressante, à écouter, sur la chaîne TV Liberté, avec la non moins excellente Élise Blaise. Remarquable journaliste, hein. Quand je vois le niveau de culture qu'a cette journaliste, par rapport à des grandes sommités que l'on voit sur les plateaux de LCI, qui ont une culture qui me paraît assez légère. Ouais, bref, voilà. Donc, vraiment une interview qui est très intéressante, à suivre. Voilà, j'en ai terminé. Bon, et alors, donc, J'arrête le partage. tu vas arrêter le partage. Voilà, nous y voilà. Bon, eh bien, écoutez, voilà un tour de piste, je pense, assez complet. Un tour d'horizon, tour de piste, non, Oh, ouais, tour de piste, pourquoi on n'est pas. pas des animaux de cirque, hein, donc c'est un tour d'horizon. Merci encore, Hervé, de ce boulot, de cette approche extrêmement importante. Tout à l'heure, j'ai dit, et je ne veux pas que l'on arrête sans que j'ai fait cette petite observation sur Israël et État démocratique. Alors, on l'entend souvent. Bon, je suis de ceux qui, culture juridique oblige, considèrent que la démocratie, c'est pas seulement le fait de faire des élections de temps en temps. Hein, enfin, pas de temps en temps, à des périodes normales. Hein, c'est très bien la démocratie représentative, on vote, mais en dehors de ça, il y a tout un tas de principes, de préceptes, de règles qu'il faut appliquer. Et ça, Israël ne les applique pas. Ne les applique pas, c'est un état de non-droit. Hein, pour toute la population palestinienne, mais pas seulement, c'est-à-dire que les incarcérations sans jugement, les incarcérations administratives, les spoliations et les atteintes à la propriété privée, enfin, je prends ces éléments-là, et c'est d'ailleurs toute la bataille qu'il y a eu politique autour de la réforme éventuelle de la Cour suprême qui était en cause. Donc, je ne sais pas si on peut dire d'un pays qui viole régulièrement les délibérations de l'ONU, qui viole délibérément et qui dit d'ailleurs je ne les respecterai pas. Hein, le droit international, je ne sais pas si on peut dire que c'est une démocratie. Et dire d'un pays que c'est une démocratie alors qu'il domine, qu'il exploite d'ailleurs, hein, parce que les conditions sociales, les conditions de travail de la population palestinienne dans les entreprises israéliennes et celles des citoyens israéliens ne sont pas les mêmes. Hein. Quand on entend apartheid, pas apartheid, etc., il y a des statuts juridiques différents entre les personnes qui occupent ce territoire aujourd'hui organisé et dominé par Israël. Donc, l'idée, c'est la seule démocratie du Proche-Orient, je ne la retiens pas. Pour moi, non, ça ne m'est pas opposable, cette affirmation. Je ne dis pas que les pays d'à côté sont formidables, hein, ça pas du tout. Hein, mais non, on ne peut pas dire que ce soit au plan des standards de la démocratie libérale classique, celles qui sont les nôtres, hein, qui fonctionnent plus ou moins bien en ce moment, on ne peut pas dire que ce soit le cas. Voilà, c'était ma petite charge non pas contre Israël en la circonstance, c'est un constat que je fais, mais une petite charge contre cet argument qui nous est hein, en permanence asséné. Je pense à l'ineffable Pascal Praud qui doit le dire 20 à 30 fois par jour. Voilà, mon cher Hervé, hein, on a fini par dire du mal de quelqu'un à la fin quand même, toujours. Hein, il faut bien. Donc, merci de votre attention. À très bientôt dans une actualité qui reste toujours difficile. Alors, entre-temps, vous pouvez aller sur le compte Twitter d'Hervé, hein, c'est-à-dire que vous avez l'information quotidienne. Là, on vous donne du caviar toutes les semaines, hein, le travail d'Hervé, mais vous pouvez l'avoir également tous les jours sur son compte Twitter. Je vous invite à vous abonner. Voilà, à bientôt. À bientôt.